Christiane Bellé, bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, bien toi? Oui, ça va bien. C'est le concours Philosophie édition 2015. On pose la question « Quel chemin trace le désir? » Et on t'a invité pour parler du désir. Tu as participé au concours Philosophie en 1997. Tu avais gagné le deuxième prix à l'époque. Et puis ensuite de ça, tu as fait des études en cinéma à l'Université Concordia, des études en philosophie à l'Université de Montréal. Puis tu t'es intéressé un peu à des questions en lien avec le désir. Oui, bien, en fait, la raison pour laquelle moi j'avais participé au concours philosophie, je connaissais pas du tout la philosophie, mais j'avais une prof vraiment exceptionnelle qui m'avait poussé à faire ça. Puis en allant en cinéma, j'avais le goût de continuer philo, mais finalement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait en philo? Puis là, j'ai fait cinéma, puis après ça, je suis retournée en philo parce que j'avais le goût vraiment de comprendre comment on en était venu à traiter les animaux comme on le fait aujourd'hui. Fait que je me suis mis à étudier l'histoire de la pensée occidentale, comme des Grecs anciens, les penseurs des Lumières, Kant, Descartes, Heidegger, pour en fait m'apercevoir que c'était pas vraiment possible de trouver une réponse qui était satisfaisante à cette question-là. Il n'y a pas vraiment de raison au sens de justification morale qui explique pourquoi est-ce qu'on traite les animaux comme ça. Principalement, c'est parce on peut le faire, on a le pouvoir de faire ça. Puis deuxièmement, parce que, on en tire un certain bénéfice. C'est principalement ça qu'on a fait aussi avec tous les cas d'exploitation puis d'oppression dans le cas humain. On pense par exemple aux esclaves puis aux femmes. On les représentait comme des êtres irrationnels, des êtres inférieurs qui existent un peu pour le bénéfice des êtres supérieurs, en fait, ceux qui avaient plus de pouvoir. Fait il y avait pas, je trouvais pas de bonne justification morale. Par contre, ce que j'ai trouvé en étudiant l'histoire de la pensée occidentale, c'est qu'il y a beaucoup de philosophes qui se sont opposés à la manière dont on traite les animaux, qui ont fait la promotion du végétarisme dès la Grèce ancienne. On peut penser à Porphyre, à Plutarque, même Voltaire. Il défendait le végétarisme. Fait on pense souvent que les réflexions morales sur les animaux, c'est une genre de lubie moderne d'urbain qui serait déconnecté de la nature, mais en fait, non, ça remonte très loin dans l'histoire de la pensée occidentale. C'est ça, ça remonte à très loin, mais il y a quand même une particularité au contexte actuel. Il y a des choses qui sont différentes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans les dernières années pour qu'on s'intéresse davantage à ces questions-là? Bien, je pense que c'est ça, on a les arguments depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui a changé, c'est notre situation actuelle est vraiment particulière. Elle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle pouvait ressembler aux Grecs anciens ou durant l'époque des Lumières. La première, en fait, c'est... moi, je pense que la situation actuelle est définie par trois caractéristiques particulières. La première, c'est la crise écologique puis l'industrialisation de l'élevage. Il faut savoir, en fait, que l'élevage d'animaux de ferme contribue plus au changement climatique que l'ensemble des transports, que c'est aussi la première cause de déforestation des forêts du Brésil, de la pénurie d'eau potable, de la pollution des eaux, de la pollution des rivières. C'est aussi une des premières causes de l'extinction des espèces animales sauvages. C'est vraiment quelque chose qui surprend les gens, mais il faut penser que depuis les années 70 seulement, la population humaine, elle a doublé, puis la population des animaux sauvages a chuté de moitié. Ça veut dire qu'en moins de 40 ans, la plupart de vous n'étiez pas nés, là, en moins de 40 ans, on a tué la moitié des animaux sauvages vertébrés de la planète. Donc, il y a un genre de désastre écologique, un désastre pour les animaux sauvages aussi. Il y aurait d'autres éléments qui expliqueraient pourquoi on s'y intéresse? Oui, bien, c'est ça, à part la crise environnementale, parce qu'il faut savoir que la raison pour laquelle l'élevage décime les animaux sauvages, c'est en raison de la monoculture pour nourrir les animaux d'élevage. C'est 75% des terres cultivables de la planète présentement qui sont utilisées pour les animaux. Puis l'industrialisation de l'élevage, en fait, c'est pas simplement un désastre écologique, c'est aussi, ça a aussi un grand impact sur la qualité de vie des animaux, parce que non seulement on fait naître puis on tue beaucoup plus d'animaux qu'on le faisait avant, mais ces animaux-là vivent dans des conditions vraiment plus misérables qu'ils le faisaient avant. Ils sont souvent privés de la possibilité de bouger, de la possibilité de courir puis de développer des relations sociales. Si on pense aux cochons, je ne sais pas si on avait l'image, là, mais si on pense simplement aux truies de reproduction puis aux cochons, les cages pour les truies en gestation, c'est vraiment horrible. Elles sont privées pendant la majeure partie de leur vie de la possibilité de se retourner. Puis leurs bébés, ils n'ont pas vraiment une meilleure situation parce qu'ils se font arracher les dents à la naissance sans anesthésie. Ils se font arracher les testicules, puis ils se font couper la queue. Puis tout ça, c'est pour permettre qu'ils puissent vivre dans des conditions de confinement survivre dans ces conditions-là, pour qu'on les engraisse rapidement puis aller les amener à l'abattoir. Alors, cause d'une souffrance absolument impossible, juste pour des raisons économiques, finalement. Pour des raisons, c'est ça, grandement des raisons économiques. Ça, c'est le premier point. Il y a une deuxième raison pour laquelle je pense que la situation est très différente aujourd'hui. C'est le développement de nos connaissances scientifiques sur la vie mentale des animaux.
Parce que les recherches en éthologie, donc les études qui se penchent sur le comportement des animaux, ils montrent que les animaux sont doués d'une vie émotionnelle, d'une vie sociale, puis d'une vie cognitive beaucoup plus riche qu'on le pensait. Les animaux, donc, sont pas on pourrait dire des représentants interchangeables de leur espèce, mais c'est vraiment des individus uniques qui ont leur propre personnalité, leur propre vie psychologique, leur propre vie biographique. C'est possible, c'est tout à fait probable, en fait, que les animaux, ils appréhendent pas du tout le monde comme nous, là. Qu'ils perçoivent, puis ils ont un monde très différent de nous, mais on ne peut plus continuer à croire qu'ils n'appréhendent pas le monde du tout, qu'ils ne seraient pas conscients. On ne peut pas continuer à se comporter, en fait, comme si on était les seules créatures conscientes de la planète, ce qu'on a fait pendant très longtemps. On ne peut plus continuer à penser qu'il existe une différence de nature entre les êtres humains et les autres animaux. Puis, bon, là, on voit un peu le contexte actuel. Juste pour remettre nos auditeurs là, sur les 5 continents là, qui écoutent l'entrevue, ce serait quoi le principe fondamental en théorie des droits des animaux? Qu'est-ce qui régit là, comme principe fondamental toute cette théorie-là des droits? J'y arrive dans un instant. Je vais juste rajouter mon 3e point. Oui, c'est bon. Donc, le premier point, c'est la crise écologique puis l'industrialisation de l'élevage. Le deuxième, c'est le développement des connaissances scientifiques. Mais il y a aussi une autre raison qui explique pourquoi on est dans une situation différente aujourd'hui. C'est le développement, les progrès en matière de justice sociale. Parce que pendant très longtemps, on disait que c'est le fait d'être rationnel ou autonome qui était au fondement des droits fondamentaux. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, surtout depuis les années 60, on s'est rendu compte que non, c'est pas le fait d'avoir des capacités cognitives sophistiquées. Au contraire, c'est simplement le fait d'être le sujet d'une vie de conscience, d'être un individu vulnérable. C'est ça qui a permis les avancées, par exemple, de reconnaître des droits aux enfants et aux handicapés. C'est juste en 2006 que l'ONU a passé une charte des droits des handicapés. Fait que je pense que si on reconnaît que la raison pour laquelle on est digne de considération morale, c'est pas parce qu'on est particulièrement intelligent, mais c'est parce qu'on a une vie subjective qui nous importe, alors les animaux rentrent en ligne de compte. Oui, de la même façon qu'on donne des droits aux enfants, aux handicapés, qu'on leur reconnaît une justice sociale. Voilà. Donc, on y était tout à l'heure. Quel principe régirait une théorie du droit des animaux? Ça peut devenir assez compliqué, mais je vais essayer de vous le faire vraiment très simple. Pour moi, le principe fondamental, c'est qu'on ne devrait pas intentionnellement faire de mal à des individus sensibles. Par individus sensibles, je veux dire des individus qui sont capables de ressentir des émotions, des affects, des désirs. Donc, on ne devrait pas leur faire de mal, les enfermer, les mutiler puis les tuer quand on peut faire autrement. Donc, quand ce n'est pas strictement nécessaire. Donc, le principe est très simple, mais les conséquences sont gigantesques. Parce que ça implique d'abolir l'élevage pour des animaux domestiques, des animaux de ferme. Ça implique d'abolir les abattoirs, de cesser la destruction des habitats des animaux sauvages quand on peut faire autrement, la chasse, la pêche, puis aussi la plupart des expérimentations sur les animaux qui impliquent de les faire souffrir, de les enfermer ou de les tuer. En gros, moi, j'appelle ça implique de devenir végane. C'est ça. Donc, souvent, on réduit la question des droits des animaux au fait d'être végane. Juste pour que ce soit clair, est-ce que tu pourrais définir un peu qu'est-ce que ça signifie être végane? Oui, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais si vous l'avez déjà entendu, vous l'avez sûrement entendu parler de véganisme comme étant synonyme de végétalisme. Souvent, on réduit la question du véganisme à une diète ou à un mode d'alimentation. C'est ça. Et là, si on veut vraiment parler simplement du mode d'alimentation, on est mieux parler de végétalisme que de véganisme, parce que les véganes s'opposent aussi à d'autres choses, comme au cirque, au zoo, à la fourrure, au cuir, ces choses-là. On entend aussi souvent parler parce que ça a beaucoup, beaucoup d'influence dans plusieurs sphères de nos vies, on entend souvent parler du véganisme comme étant un mode de vie. Un mode de vie sans cruauté. En anglais, on parle souvent d'un cruelty-free lifestyle, mais il y a des problèmes à réduire le véganisme à une forme de consumérisme sans cruauté parce que ça donne un peu l'impression que choisir de brutaliser des individus sensibles, ce serait une question de choix personnel. C'est une question de moralité individuelle. C'est pas exactement cultiver des vertus. Là. On est plus dans une question de justice sociale. C'est pas des choix individuels. Je pense que c'est ça. Je pense que pendant très longtemps, on a présenté la protection des animaux comme une genre de forme de charité. C'est bien si tu le fais, mais c'est pas mal si tu le fais pas. En fait, c'est pas mal si tu le fais pas, tant que tu n'interfères pas avec des pratiques qui sont socialement acceptées, comme la chasse, l'élevage, puis l'expérimentation sur les animaux, parce qu'on n'a pas le droit de sauver les animaux dans ce contexte-là. Mais moi, je pense que la question de nos devoirs envers les animaux, c'est une question de justice fondamentale qu'on doit se poser collectivement en tant que société qui vise à être juste. C'est ça. Puis, c'est quoi la réaction des gens à une proposition là, qui serait aussi radicale, entre guillemets? Premièrement, ils sont étonnés. Puis deuxièmement, la plupart des gens trouvent ça un peu ridicule. C'est juste que les gens ils comprennent habituellement si facilement qu'on voudrait s'opposer, par exemple, à la fourrure,
au cirque, ça passe bien. Les gens sont capables de comprendre ça. Mais ils ont de la misère à comprendre qu'on pourrait vouloir questionner, puis encore moins abolir la consommation de poulet, de cochon, de bœuf, des œufs, des produits laitiers. Des produits issus du lait maternel des vaches, comme le yogourt puis les fromages. Ça, c'est tellement ancré dans nos habitudes, la consommation de ces produits-là, que ça semble tout à fait normal, naturel et nécessaire. On pense que on mange des cochons, des bœufs puis des poulets, mais c'est pas normal de manger des chiens puis des chats. C'est normal, naturel et nécessaire, par exemple, de boire du lait maternel de vache, mais personne ne pense à boire du lait maternel de guenon ou de femmes humaines une fois qu'ils sont adultes. Ou en même temps, même, on mange des œufs de poule, mais on ne mange pas des œufs de perroquet ou de pigeon. C'est ça. Puis là, on vient d'aborder toutes les questions en éthique animale, véganisme, tout ça. Puis ça nous ramène un peu ici à la question du désir. On a une aversion profonde à manger certains animaux, des animaux qu'on ne mangerait jamais, à la rigueur auxquels on apporterait un soin beaucoup plus grand. Hein. Il y a du toilettage pour animaux de compagnie, tout ça. Alors qu'il y a d'autres classes d'animaux pour lesquelles ces considérations-là n'entrent pas du tout en ligne de compte. Souvent, on va exprimer cette idée-là avec le concept de schizophrénie morale. Donc, le fait que ce qui s'applique à un animal ne s'applique pas du tout à l'autre. C'est comme si on avait deux personnalités ou plusieurs personnalités par rapport aux droits des animaux. Pourrais-tu nous parler un peu de ce que ça signifie tout ça? Bien, la notion de schizophrénie morale, en fait, elle a été développée par un Américain qui s'appelle Gary Francione. Ça vise à souligner, en fait, que donc, d'un côté, on aime les chats, les chiens, on veut pas qu'ils souffrent, on est vraiment même choqué puis profondément bouleversé quand on entend des cas de cruauté puis des cas de maltraitement envers eux. Puis d'un autre côté, on mange des cochons, des poulets puis des veaux qui sont aussi sensibles que les chiens puis les chats. Évidemment, il faut savoir que le problème ne se situe pas au fait de manger là, des animaux, c'est dans la violence qui est impliquée dans l'élevage de ces animaux-là. Parce que la plupart des gens ne sont vraiment pas conscients des conditions de vie et des conditions de mort dans lesquelles les animaux vivent pour se retrouver dans leur sandwich. Moi, je pense que comme beaucoup de problèmes en éthique, c'est pas vraiment une question de méchanceté, c'est clairement une question d'ignorance. La plupart des gens sont sensibles à la souffrance animale, sont empathiques, ils ne veulent pas que les animaux souffrent sans nécessité, mais ils n'hésitent pas à consommer des produits qui impliquent énormément de violence, même s'ils pourraient très bien faire autrement. C'est ça. Tu dis que la campagne Pourquoi aimer l'un et manger l'autre, ça souligne l'incohérence de nos comportements. On n'est pas cohérent par rapport aux choix moraux qu'on fait. Tu dis que c'est une incohérence qui est facile à expliquer, mais qui est plus difficile à justifier. Pourrais-tu un peu préciser cet aspect-là de ta pensée? Oui, je pense que, personnellement, je pense que cette différence de traitement-là est complètement injustifiable, mais je pense qu'elle est facilement explicable. Donc, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue social, c'est facile d'expliquer ça, même si c'est difficile à justifier. Une des explications les plus simples, en fait, c'est qu'on perçoit différemment ces animaux-là. On perçoit différemment les animaux domestiques qui sont destinés à la compagnie, puis les animaux domestiques qui sont destinés à la boucherie. Les animaux de ferme, ils nous apparaissent comme de la nourriture, puis les animaux domestiques nous apparaissent comme des membres de la famille, des amis. La plupart, quand on demande aux enfants d'un âge entre 7 et 14 ans de nommer 10 personnes les plus importantes dans leur vie, la plupart du temps, en moyenne, ils vont nommer 2 animaux de compagnie. Donc, cette perception-là différente, je pense qu'elle s'explique par 3 facteurs. Oui. Alors, premier facteur, conditionnement culturel. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, le conditionnement culturel? Le conditionnement culturel, c'est qu'on a l'impression que c'est normal puis naturel de manger des cochons puis pas des chiens. Mais ça, c'est le cas au Québec, parce qu'au Québec, on ne mange pas de cochons puis de chiens, mais en Chine puis en Corée, ils mangent des chiens puis des chats. Oui. En Suisse aussi, d'ailleurs, c'est 5 de la population qui mange des chiens puis des chats régulièrement. En Inde, c'est les vaches qui ne sont pas considérées comme des choses mangeables. Fait que ce qu'on voit, en fait, c'est que le domaine du mangeable ou le domaine du comestible, c'est quelque chose qui est largement culturel, principalement parce qu'on est omnivore, comme les rats. Quand je dis qu'on est omnivore, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se nourrir d'une variété d'aliments. Là, on peut manger non seulement des fruits, des légumes, des graines, des noix, des champignons, mais on peut aussi manger des insectes. On peut manger des baleines, on peut manger des perroquets, on peut manger des ours, des chimpanzés, puis on peut même manger d'autres êtres humains. Donc, même si on peut manger à peu près n'importe quel animal, les différentes cultures humaines ont une liste quand même assez courte d'animaux qu'ils vont manger. D'habitude, c'est 5 ou 6 espèces de mammifères ou d'oiseaux. Fait que plein d'animaux comestibles au sens strict, mangeables, les bébés humains, les hiboux, les éléphants, sont pas perçus comme des choses à manger. Fait que je pense que les traditions culturelles, les habitudes, permettent d'expliquer pourquoi est-ce qu'on choisit de faire ça, mais ça ne le justifie pas. C'est ça.
Puis, outre l'alibi nutritionnel ou un argument de la nécessité, donc par alibi nutritionnel, on dit « Ah, il faut manger des animaux parce que c'est nécessaire, j'en ai besoin là, du point de vue des nutriments. » Puis la nécessité, on ne peut pas l'éviter, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres tentatives de justification qui sont apparues dans l'histoire? Une des choses qu'on entend le plus souvent, en fait, c'est ceux qui relativisent ou qui minimisent la souffrance des animaux puis les violences qu'on leur impose. Ça l'amène en fait à la deuxième forme d'explication. Oui, l'invisibilité et la négation des torts. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'en fait, c'est que les gens ne sont pas conscients de l'ampleur des violences qu'on fait subir aux animaux domestiques pour la boucherie. La violence qui est impliquée dans leur élevage et dans l'élevage, donc dans la production de viande, de lait puis d'œufs, est largement invisible, premièrement parce qu'elle est niée. Est niée par des campagnes de publicité mensongères qui nous présentent des animaux comme étant traités aux petits soins puis super heureux de leur sort. La plupart des gens sont dégoûtés par les élevages, par les images d'élevage industriel puis d'abattoirs, mais ils ne pensent pas à ça en faisant l'épicerie parce que l'animal qu'on va voir sur le paquet de viande, sur la douzaine d'œufs ou sur le carton de lait, il est toujours souriant, libre et consentant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, le phénomène des animaux suicidaires. Ça, c'est les animaux qui se tranchent le ventre eux-mêmes ou qui se mettent la tête dans le plateau. On voit ça souvent dans les publicités. Ouais. Ça, c'est juste un exemple de notre volonté de penser que les animaux, en fait, sont des victimes consentantes. Fait que je pense qu'avec toutes ces représentations médiatiques-là des animaux de ferme bien élevés, des vaches puis des poules libres dans les champs, la souffrance des animaux puis la violence à leur endroit est largement niée. Mais elle est aussi, deuxièmement, activement cachée. On ne fait pas juste la nier, on la cache dans le sens où c'est vraiment super difficile de savoir ce qui se passe dans les élevages puis dans les abattoirs. Les activistes puis les journalistes, ils doivent souvent se faire engager sous de faux prétextes, là, undercover, avec des caméras cachées pour pouvoir filmer ce qui se passe. Il y a même des lois aux États-Unis aujourd'hui qui criminalisent le fait de filmer dans les élevages puis dans les abattoirs. Ils criminalisent les activités qui font perdre des profits aux entreprises qui exploitent des animaux. On appelle ça l'écoterrorisme. Même au Canada, ça existe. Le gouvernement Harper a nommé l'écoterrorisme, les environnementalistes et les militants pour les droits des animaux, au sommet des menaces terroristes intérieures. Ça veut vraiment dire que les gens qui militent pour la défense de l'environnement et les animaux peuvent se faire traiter, puis se faire traiter judiciairement comme des terroristes aux États-Unis, puis ça s'en vient au Canada. Au Québec, c'est pas vraiment différent. Les journalistes de la Semaine verte, je ne sais pas si vous connaissez la Semaine verte, mais c'est vraiment une émission qui est fortement pro-élevage. Ils ont fait un reportage récemment, puis ils se sont vus refuser l'accès à certains élevages. Le président de la Fédération des producteurs de porc du Québec a répondu « C'est pas vrai que le consommateur veut tout voir. » Ouais. Ça, c'était sa justification pour faire ça. C'est vraiment l'invisibilité. On ne veut pas savoir. Caché. Et troisième explication, la démentalisation des animaux de boucherie. Qu'est-ce que ça signifie, cette explication-là? Bien, premièrement, c'est que les animaux sont pas perçus. La violence envers les animaux n'est pas perçue et n'est pas reconnue comme de la violence. Parce que, tu veux-tu qu'on sorte tout de suite à la démentalisation? Ah non, mais on est pressé? Non, on n'est pas pressé. OK, c'est bon, parce que ça m'a fait sauter un petit bout. OK, pas de problème. OK. Donc, la raison pour laquelle je pense que la violence envers les animaux est niée, est activement cachée, mais est aussi pas reconnue comme de la violence. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que quand on pense à du bacon, on ne pense pas au petit cochon qui s'est fait couper la queue, arracher les dents, arracher les testicules, qui n'a jamais vu le soleil, qui s'est fait entasser dans un camion puis envoyer à l'abattoir. Parce que quand on mange un chien, ça nous dégoûte parce qu'on perçoit un individu. Mais quand on mange, puis pas une substance, pas un truc à manger. Puis quand on mange un cornet de crème glacée, ça ne nous dégoûte pas parce qu'on ne voit pas la violence qui est derrière. Mais je pense que quand on commence à prendre conscience de cette violence-là, premièrement, que ce n'est pas nécessaire, qu'on peut manger autre chose, notre perception du monde commence à se transformer. Puis ça, c'est toutes les militantes puis les militants pour les animaux qui ont vécu ça à un moment donné. Parce que moi, l'odeur du gras de bacon, ça ne me rappelle plus du tout des bons souvenirs d'enfance. Ça me rappelle réellement la violence contre un être vulnérable qui souciait de son existence puis qu'on a martyrisé. Fait qu'aujourd'hui, on appelle ça la perception morale. Aujourd'hui, je suis aussi dégoûtée à l'idée de manger un poulet que je l'étais quand j'étais jeune à l'idée de manger un Golden Retriever, par exemple. Parce que je vois un individu dont la vie vaut beaucoup plus qu'un lunch. Je pense que quand vous pensez à des boulettes de Golden, puis vous vous dites « Ah, ben tu sais, je le tuerais pour me faire un sandwich », vous êtes dégoûté parce que vous dites « Ben non, sa vie vaut beaucoup plus qu'un sandwich, puis je suis là, ben on le fait 3 fois par jour. » C'est ça. C'est comme si, en prenant des exemples qu'on peut comprendre, comme les boulettes de Golden, ça rendait plus la violence visible, ça nous permettait de mieux la voir. OK, alors, la démentalisation des animaux de boucherie, je m'excuse, hein, je ne vais pas je me demandais sauter ton point. Qu'est-ce que ça signifie, ça?
Mais en fait, c'est que en plus de ces trois cas-là, on sait qu'il y a plusieurs études en psychologie qui montrent que afin d'être capable de voir les animaux comme des choses à manger, on les démentalise. Ce que je veux dire par là, c'est que les animaux qu'on mange, dans certaines circonstances, on va considérer qu'ils ont moins de capacités cognitives sophistiquées. Les autres, en fait, techniquement, ils appellent ça le paradoxe de la viande. Mhm. C'est que une des premières études, c'est qu'ils montrent que dans une culture, les animaux qui sont considérés mangeables puis comestibles, ils vont systématiquement être considérés moins intelligents puis moins sensibles. C'est ça. Puis on se rend compte aussi que ça varie en fonction du contexte. Si les gens sont en train de manger de la viande, ou s'ils pensent en manger bientôt, ils vont minimiser la vie mentale de ces animaux-là. Il y a une étude super intéressante qui a montré qu'il suffit même d'amener les gens à penser à un animal comme de la nourriture pour qu'il diminue sa conscience puis sa valeur morale. Je peux te donner l'exemple, en fait. C'est les kangourous, je pense. Oui, c'est ça. L'exemple des kangourous, ouais. Je trouve ça trop drôle. Ils ont fait une étude américaine. Ils ont demandé à des Américains d'évaluer la capacité de souffrir puis la valeur morale des kangourous. Puis dans une version de l'étude, ils ont dit simplement, ces kangourous-là vivent en Nouvelle-Guinée. Ils ont donné ça à un groupe. Puis dans une autre version de l'étude, ils ont dit, ces kangourous-là vivent en Nouvelle-Guinée et sont consommés par la population locale là-bas. Puis même si les participants n'avaient jamais mangé de kangourou, le simple fait de mentionner que ces kangourous-là étaient mangés, ça les amenait à diminuer sa perception de sa vie mentale. Donc, c'est pour ça qu'on parle de démentalisation. C'est ça. Dès qu'on apprendrait que c'est un animal qui est consommé, on aurait tendance à le sous-évaluer, fortement le sous-estimer. C'est ça. Ça, Okay. c'est pour se déculpabiliser, en fait. Je sais que tu es un peu critique sur la campagne « Pourquoi aimer l'un et manger l'autre ». Je trouve que tes critiques sont très intéressantes. Peut-être brièvement, si tu pourrais nous présenter tes premièrement, critiques. je l'aime. Je dois dire que j'aime la campagne, mais en fait, je pense qu'il faut juste faire attention parce que quand on demande pourquoi manger un et aimer l'autre, il ne faut pas réduire ça non plus à une question de cohérence parce que les gens pourraient tout simplement décider de OK, je vais passer le chauffe au micro-ondes. Ouais, ça réglerait le problème dans un. Mais ça réglerait le problème de la cohérence, mais ça ne réglerait pas le problème substantiel. C'est pour ça qu'il faut mentionner que le problème, ce n'est pas simplement la cohérence, mais c'est le fait de brutaliser un individu sensible quand on peut faire autrement. Il y a aussi un autre problème, c'est que ça met les gens en situation de dissonance cognitive. Puis mettre les gens en situation de dissonance cognitive, ça n'éveille pas nécessairement les bonnes dispositions psychologiques, dans le sens qu'au lieu d'éveiller l'empathie puis la compassion, les gens vont être sur la défensive, les gens ils vont se sentir attaqués puis critiqués. Mais excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par dissonance cognitive? Dissonance cognitive, c'est un état qui est un état profondément inconfortable au niveau psychologique quand nos comportements, deux croyances ou deux comportements qui sont incompatibles sont mis en évidence simultanément. Ouais, okay. Quand on se fait souligner que ces choses-là sont incohérentes. Fait que un autre problème avec la campagne, c'est que simplement mettre les gens en dissonance cognitive ou souligner le problème d'incohérence, ça ne nous mène pas nécessairement à changer nos comportements. Parce qu'on sait qu'il existe plein de mécanismes psychologiques ou d'alibis qui nous permettent, en fait, d'éviter de changer nos comportements dans plusieurs sphères de notre vie. Ce n'est pas juste par rapport aux animaux qu'on mange. Donc, stratégie de l'évitement aussi, je pense que ça compte. C'est une manière que les individus vont éviter le problème. Une des manières qui règle le problème, c'est de ne pas y penser. C'est ça. Parle-moi-en pas, je ne veux pas en entendre parler. Ça, c'est un des alibis ou des mécanismes psychologiques qu'on entend souvent. Il y a aussi la diffusion de la responsabilité. On pense pas que... on pense qu'on n'est pas vraiment responsable. L'animal est déjà mort, puis l'industrie est faite de telle manière que ça ne change pas vraiment quelque chose si on le mange ou non. Mais en fait, il faut savoir qu'en devenant végétalien, on sauve réellement des centaines de vies à chaque année. Une autre stratégie qu'on entend souvent aussi, c'est ce qu'on appelle en psychologie la confabulation. Ouais. Ça, c'est l'idée, c'est les gens qui disent « Ah, moi, je ne mange pas beaucoup de viande, je ne mange pas beaucoup de produits animaux », mais c'est quand on essaie de devenir végétalien puis on essaie de les éviter qu'on se rend compte qu'en fait, on en met partout. Là. Exact. C'est, une autre, en fait, c'est une autre façon d'éviter de changer nos comportements, c'est de dénigrer les véganes. De faire je ne sais pas si vous avez étudié les sophismes, là, mais de faire des attaques contre la personne. On prétend que les véganes sont extrémistes, sont moralisateurs, sectaires, des choses comme ça. Puis dans les médias en général, les représentations médiatiques des véganes ne sont pas très positives. Fait que je pense que la perception populaire négative, ça nous permet d'éviter de questionner radicalement nos relations aux autres animaux parce qu'en fait, c'est que l'alternative est présentée comme étant indésirable puis extrémiste. Puis on vit aussi dans des cadres où c'est pas super évident non plus d'avoir accès facilement à de la nourriture végétalienne. Je veux dire, les cafétérias ne sont pas végétaliennes, les restaurants ne sont pas végétaliens. On est un peu
victimes de notre environnement, non? Bien, en fait, moi, je pense que c'est assez facile de devenir végétalien. Ça, c'est pas vraiment le problème. Le problème, il se situe surtout au niveau social. C'est le fait d'arrêter de manger des animaux, ça va bien. C'est juste que c'est moins bien perçu par l'entourage. Les défis sont surtout sociaux, en fait. Il faut reconnaître que le changement fait peur. C'est difficile, en fait, c'est bien plus confortable et facile de faire comme tout le monde, puis de ne pas s'opposer à des pratiques qui sont, en fait, largement répandues puis très socialement valorisées, en particulier pour les garçons. C'est vraiment très difficile pour les garçons parce qu'ils sont plus encouragés que les filles à manger de la viande puis à aller chasser. Il y a aussi le fait que être sensible à la souffrance des animaux, c'est souvent perçu comme un signe de faiblesse ou un signe même de féminité, comme si préoccuper des êtres vulnérables, c'était pas assez viril. Il y a vraiment des gros stéréotypes sexistes dans nos rapports aux animaux. Donc, je pense que ça prend vraiment beaucoup de courage pour oser s'opposer à des pratiques qui sont socialement valorisées comme ça. Est-ce que c'est facile de devenir végétalien? Est-ce que c'est quelque chose qui est inaccessible? Moi, je trouve que premièrement, je trouve que c'est très facile, mais j'ai aussi un blog de cuisine végétalienne. Ça l'aide, j'adore cuisiner. C'est sûr, quand on cuisine, c'est beaucoup plus facile. Mais même à l'extérieur, je veux dire, des cannes de lentilles, de légumineuses, de fèves, des légumes racines, c'est pas cher. Ça se cuisine très bien. Dans les cafétérias, en fait, le mieux, c'est que les étudiants le demandent. Les cafétérias sont capables de changer très rapidement. Il y a plein de cafétérias aux États-Unis maintenant qui sont même complètement végétaliennes ou au moins qui donnent l'option par défaut végétalien parce que c'est la première chose que les gens se font offrir, c'est souvent celles qu'ils vont consommer. Une autre manière d'éviter cette pratique-là du végétalisme, c'est de dire que ce qui compte, dans le fond, c'est la souffrance des animaux. Si on était capable d'éliminer cette souffrance-là, il n'y aurait pas de problème à maintenir leur situation de domination, d'esclavagisme. Qu'est-ce que tu répondrais à ce genre d'argument-là sur la souffrance? Bien, en fait, premièrement, je pense que c'est complètement impossible. Il faut savoir que la manière dont on fonctionne, même si on essayait de faire des petits élevages supposément heureux, je pense que ça n'existe pas, mais ça l'impliquerait quand même de réduire la consommation de viande de 95 %. Fait que la plupart des gens deviendraient en pratique végétaliens de toute façon. La différence serait minime. Les élevages industriels, c'est ce qui permet de manger des animaux en si grosse quantité. Il y a une autre chose aussi, on présente souvent les défenseurs des animaux comme des anti-humanistes. Est-ce que c'est une vraie critique? C'est plus une stratégie rhétorique? Qu'est-ce que ça signifie être anti-humaniste, finalement? Oui, bien, je pense que les gens pensent ça réellement. Je pense que c'est vraiment une perception qu'on a souvent, que les gens pensent que les droits des animaux, par exemple, s'opposent aux droits humains ou les dévalorisent, en fait. On entend souvent dire des choses comme il y a des problèmes plus graves. Pourquoi tu ne te soucies pas des êtres humains au lieu des animaux? Mais ça, il faut voir que ça, c'est une autre forme de sophisme, c'est un faux dilemme. Parce que l'empathie, ce n'est pas une ressource limitée. Ce n'est pas parce qu'on en donne à un qu'on n'en donne pas à l'autre. Au contraire, l'empathie, c'est une disposition qui va s'enrichir au fur et à mesure qu'elle est utilisée. Puis il y a même des études en psychologie qui montrent que les véganes, non seulement ils ont plus d'empathie envers les animaux, mais ils en ont aussi beaucoup plus envers les êtres humains que la population générale. Fait que le souci pour les animaux ne s'oppose pas au souci pour les humains. Mais c'est sûr qu'on s'oppose, on se fait présenter comme des anti-humanistes parce qu'on s'oppose à une forme d'humanisme. Ça, c'est sûr. Une forme d'humanisme qui prétend que seuls les êtres humains comptent moralement. Oui, on va s'opposer à ça. Mais on ne s'oppose pas aux droits humains. Au contraire, en fait, parce que notre principe fondamental, c'est qu'on doit respecter tous les individus sensibles, pas simplement les êtres rationnels ou qui ont des capacités cognitives sophistiquées, mais en fait, tous les individus vulnérables qui ont une certaine vie de conscience. Fait qu'en fait, on défend aussi tous les droits humains, en particulier ceux des plus vulnérables, des humains les plus vulnérables. Puis aussi, c'est important que je pense pas que choisir d'exploiter des individus sensibles quand on peut faire autrement, ça soit un droit. Je pense que c'est un privilège injuste qu'on s'est arrogé par le droit, par la tradition, puis aussi par la religion. Mais c'est pas un droit, c'est réellement un privilège injuste qu'on doit pouvoir questionner. Voilà. Donc, ça, j'essaie de schématiser un peu ta pensée, là. Selon toi, non seulement l'humanisme, c'est-à-dire le fait de considérer les humains comme étant supérieurs et les autres comme étant des êtres différents et inférieurs, bon, non seulement l'humanisme ne mène pas nécessairement un plus grand respect envers les humains, mais tu vas jusqu'à soutenir que c'est l'humanisme qui crée les conditions de possibilité de la déshumanisation de certains humains. Oui, je vais loin. J'espère que vous allez me suivre. Alors, je pense que c'est surtout ça qui accroche, là, un humanisme qui crée les conditions de possibilité de la déshumanisation. Qu'est-ce que ça signifie? De certains humains. En fait, il y a plusieurs historiens, sociologues puis philosophes qui ont montré que l'exploitation et la domination des animaux ont en fait préparé les conditions matérielles et les conditions idéologiques de l'oppression de certains humains. On peut penser, pour les conditions matérielles, on peut penser simplement aux chaînes, aux armes puis aux cages qui ont été développées pour
dominer les autres animaux, puis ensuite qui ont été utilisés sur les humains. Puis en psychologie, il y a des études sur ce qu'on appelle la déshumanisation. Ils montrent en fait que plus les gens font une forte hiérarchie entre les êtres humains et les animaux, donc plus les gens pensent que les êtres humains sont supérieurs aux autres animaux, plus ils vont avoir tendance à déshumaniser certains groupes humains, en particulier les étrangers puis les immigrants, puis inversement. Plus les gens considèrent que les animaux sont semblables à nous puis ils méritent notre respect, plus ils vont reconnaître une égalité pour la valeur morale de tous les êtres humains également. C'est ça. Si on avait à le dire simplement, s'il y a des relations de classe pour des animaux, c'est plus facile ensuite de ça d'accepter des relations de classe entre des individus. Exactement. Le langage, il est là, les technologies sont là, donc c'est beaucoup plus facile de faire ça. On aura peut-être le temps d'en reparler dans les questions, mais on l'a vu aussi même dans les technologies des abattages à Chicago. Ils ont fourni le modèle pour les camps de concentration à Auschwitz. Il y a un livre qui porte seulement sur cette question-là. Fait que moi, en fait, je pense que c'est l'idée même de dénigrer la souffrance morale d'un individu sous prétexte qu'il est irrationnel, qu'il est inférieur, etc., qui ouvre la porte aux autres formes de discrimination. Pour l'expliquer un peu, ce que je veux dire, c'est que l'humanisme, en créant une classe d'êtres qui n'est pas digne de protection, donc des animaux, des êtres qui peuvent être mutilés, enfermés ou tués dès qu'on y trouve un bénéfice, c'est l'humanisme lui-même qui rend possible, peut-être même inévitable, donc la déshumanisation de certains humains, parce qu'il suffit de les voir comme exemplifiant moins bien l'idée d'humanité, comme les voir, par exemple, comme étant moins civilisés, moins rationnels, moins technologiquement avancés. On a fait ça durant le colonialisme, plus barbares ou plus près des animaux, pour justifier leur exploitation, leur subordination, puis même leur exploitation. Pense simplement à quand on présente les êtres humains comme des vermines, ou comme de la vermine ou comme des rats. Il y avait déjà, dans les années 70, Claude Lévi-Strauss, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui soulignait que les critères qui sont utilisés pour affirmer la valeur morale supérieure des humains sur les autres animaux, que ce soit la rationalité, l'intelligence, la réciprocité morale, on en a trouvé plein, ils vont toujours pouvoir servir à créer une hiérarchie à l'intérieur même des êtres humains, selon qu'ils reflètent plus ou moins l'idéal qui est placé au sommet de la hiérarchie. Fait que les humains qui partagent des caractéristiques qui sont associées aux animaux vont subir les mêmes violences. C'est pour ça que je pense en fait que la protection des animaux n'est pas simplement en continuité avec la protection des humains, c'est même un outil privilégié contre l'animalisation et la déshumanisation. Je reviens là-dessus, là, sur la déshumanisation. Qu'est-ce que tu en... Je sais qu'on utilise parfois le terme animalisation. Qu'est-ce qu'on entend par le terme animalisation? Ouais. C'est ça, animaliser un individu, c'est pas nier qu'il appartient à l'espèce Homo sapiens, là, c'est pas ça du tout. Premièrement, c'est le faire apparaître comme étant différent, donc comme appartenant à un autre genre ou à une autre classe d'êtres. Deuxièmement, c'est le dépersonnaliser. On le fait apparaître comme un représentant interchangeable de son espèce ou de sa classe biologique, comme quand on dit c'est un juif ou c'est un arabe. On l'empêche d'apparaître comme un individu à part entière. Puis troisièmement, animaliser un individu, c'est de le faire apparaître comme étant inférieur sur une échelle hiérarchique des êtres, comme si c'était naturel de l'exploiter puis de le sacrifier parce qu'on a l'impression, en fait, qu'il existe pour le bénéfice des êtres supérieurs. Puis ça, c'est la même logique qui s'applique avec les animaux et les êtres humains, là, cette logique de l'animalisation-là. Fait que je pense que il ne suffit pas de s'opposer à la théorie cartésienne des animaux-machines pour combattre la déshumanisation puis l'animalisation, mais il faut se débarrasser de l'idée aristotélicienne d'une échelle hiérarchique des êtres. Exactement. Il faut se débarrasser, en fait, de l'idée que certains individus existent pour les autres. Aristote disait que les esclaves existent pour les hommes libres, les noirs pour les blancs, les femmes pour les hommes, les animaux pour les êtres humains. Il faut se débarrasser donc de l'idée que certains individus existent pour les autres. Puis je pense qu'en reconnaissant donc des droits fondamentaux à tous les êtres conscients, à tous les individus, quand je dis être conscient, je veux dire tous les individus qui ressentent des émotions, des affects puis des désirs, en fait, on protégerait beaucoup mieux les êtres humains dans toute leur diversité. Christiane, ce fut un énorme plaisir de faire cette entrevue-là avec toi. C'est un plaisir pour moi, merci. Merci.